Je fixe l'écran de mon ordinateur portable, clignant des yeux à plusieurs reprises comme si les chiffres pouvaient magiquement se réarranger. Ils ne le font pas. Le solde qui devrait afficher 53 000 $, tout mon fonds d'études, mon filet de sécurité, mon avenir me regarde fixement avec un 0 $ moqueur. Mon cœur bat à tout rompre dans mes oreilles. Une sueur froide perle sur mon front alors que mes doigts planent au-dessus du clavier, me demandant si c'est une sorte de problème technique. J'actualise la page. Le 0 reste. Non, je murmure à mon appartement vide de Boston. Non. 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 Le compte UTMA que mes grands-parents ont ouvert à ma naissance, celui que mon père, Grégory, gère depuis mon enfance, celui qui était censé me permettre de terminer ma dernière année d'école d'architecture à l'université de Boston, il est vide. Mes mains tremblent alors que j'attrape mon téléphone sur la table basse. Dehors, par ma fenêtre, le soleil printanier baigne la ville d'une lumière dorée qui me semble soudain être une blague cruelle. Je compose l'indicatif régional familier de Columbus, le numéro de mon père que je connais par cœur depuis l'enfance. Une sonnerie. 2 sonneries. Mélanie. Sa voix tonne dans le haut-parleur avec sa confiance habituelle. Comment va mon étudiante? J'avale difficilement, luttant pour faire passer les mots au-delà du nœud dans ma gorge. Papa. Je regarde mon compte UTMA. Il est vide. Une pause. Juste assez longue pour confirmer que ce n'est pas une nouvelle pour lui. Oh, ça. Son ton change. Pas de culpabilité ni de remords, mais quelque chose de désinvolte, de dédaigneux. Oui, j'ai dû déplacer quelques trucs. Je l'ai juste emprunté pour une opportunité en bourse. Excellent timing, en fait le marché est idéal pour l'investissement. La pièce tangue légèrement. Je m'agrippe au bord de mon bureau pour me stabiliser. Tu as emprunté 53 000 $ sans me le dire? Écoute, chérie, ce n'est pas grave. Tu es intelligente, tu trouveras une solution. Prends un semestre de congé, décroche un de ces boulots de mannequin qu'on te propose toujours. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Le dédain dans sa voix allume quelque chose en moi, brûlant à travers le choc. Cet argent était pour mes études, dis-je, ma voix méconnaissable même pour moi. Grand-mère et grand-père l'ont créé spécifiquement pour l'université. Tu ne peux pas simplement le prendre. Mélanie, soupire-t-il, comme si j'étais une enfant qui ne comprend pas l'arithmétique de base. La famille est de la famille. C'est une opportunité fantastique qui nous profitera à tous. Je ferme les yeux, voyant soudain avec une parfaite clarté les barbecues de quartier où mon père tenait le haut du pavé, notre modeste maison coloniale à Columbus, dont il s'attribuait le mérite de l'entretien. En réalité, c'était ma mère, Hélène, qui préservait notre façade respectable, s'épuisant au travail avec des doubles services comme caissière à l'épicerie Robertson, et des nuits à servir des tables au fin laisse dîner. Pendant tout ce temps, Gregory Wilson jouait le rôle du père de famille dévoué, du leader communautaire, du trésorier de l'association des parents d'élèves. Le rôle. Ce n'était toujours qu'un rôle. Papa, j'ai besoin que tu me rendes cet argent. Maintenant. Mes frais de scolarité sont dus dans 3 semaines. Ne sois pas si dramatique, lance-t-il, sa patience s'épuisant clairement. Tu as 24 ans. Il est temps que tu te débrouilles seul au lieu d'attendre l'assistanat. Mon rire sonne creux. L'assistanat? C'était mon argent. Légalement, mon argent. Écoute, j'ai une réunion. On en reparle plus tard. La ligne est coupée. Je fixe mon téléphone, incrédule, ma main tremblant si violemment maintenant que je le lâche presque. Je prends 3 profondes respirations avant de le rappeler. Il répond à la 4e sonnerie, l'agacement évident. Quoi, Mélanie? Tu dois remettre cet argent. Aujourd'hui. Ma voix semble plus forte maintenant, alimentée par une colère grandissante. La famille compte plus que l'argent, répond-il, son ton se durcissant. Peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de perdre ton temps à l'école de toute façon. Avec ton physique, tu pourrais gagner beaucoup d'argent en tant que mannequin. Utilise ce que Dieu t'a donné au lieu d'accumuler plus de dettes étudiantes. La suggestion atterrit comme une gifle. 4 ans d'études en architecture, des mentions sur la liste du doyen, un portfolio qui avait déjà impressionné 2 cabinets, tout cela réduit à mon apparence devant un appareil photo. Je n'arrête pas mes études, je lui dis, les larmes menaçant mais fermement contenues. Et je n'utilise pas mon physique au lieu de mon cerveau. J'ai besoin de récupérer mon argent.
Je raccroche maintenant, dit-il froidement. Appelle-moi quand tu penseras plus clairement à ce qui est important. La ligne redevient silencieuse. Cette fois, je ne rappelle pas. Au lieu de cela, j'ouvre mon application bancaire et demande tous les relevés de l'année écoulée. En quelques minutes, il se charge sur mon écran, et la trahison systématique se révèle en noir et blanc. 3 janvier, retrait, $2500. 17 janvier, retrait, $3000. 2 février, retrait, $2500. Le schéma se poursuit des retraits suffisamment petits pour ne pas déclencher d'alerte, espacés soigneusement sur 8 semaines. Calculé. Délibéré. Le retrait final, $3000 le 28 mars, a vidé complètement le compte. Mes recherches m'emmènent plus loin, sur des sites financiers expliquant les comptes UTMA. Les fonds de la loi uniforme sur les transferts aux mineurs auraient dû être entièrement transférés sous mon contrôle à l'âge de 21 ans. Pendant 3 ans, il a maintenu un accès illégal, me racontant l'histoire que son nom devait rester sur le compte à des fins fiscales. La pièce semble soudain plus petite, les murs se refermant sur moi alors que je reconnais l'ampleur de sa tromperie. L'homme qui m'avait fait la leçon sur la responsabilité et l'intégrité depuis l'enfance m'avait systématiquement volé, sa propre fille. La confiance entre nous déjà fragile après des années de promesses non tenues ne se fissure pas seulement, elle se brise complètement. J'essuie une seule larme de ma joue et ouvre à nouveau mon ordinateur portable. Cette trahison ne peut pas durer. Plus maintenant. J'ai des examens finaux dans 2 semaines, un entretien de stage la semaine suivante, et absolument aucun filet de sécurité. Mais j'ai quelque chose sur quoi mon père ne compte manifestement pas, la vérité, documentée en noir et blanc, et une détermination qui brûle soudain plus fort que toute peur. Avez-vous déjà découvert que quelqu'un en qui vous aviez une confiance absolue vous trompait? Comment votre corps a-t-il réagi à ce moment-là? Le lendemain, le bus de Boston à Columbus met près de 15 heures. Je passe la majeure partie du trajet à regarder des terres agricoles et des petites villes à travers une vitre sale, répétant dans ma tête des conversations qui, je le crains, n'auront jamais lieu. Que dit-on à un père qui a volé votre avenir? J'arrive à la gare routière Greyhound juste après 6 heures du soir. Personne ne m'attend. Je ne leur avais pas dit exactement quand j'arriverais, en partie parce que les horaires de bus ne sont pas fiables, mais surtout parce que je voulais que ces premières heures de retour à Columbus soient à moi seul. Le poids familier de l'humidité estivale de l'Ohio m'enveloppe alors que je marche les 12 pâtés de maison jusqu'à notre modeste maison coloniale à Bexley. Chaque pas semble plus lourd que le précédent. Mon téléphone vibre avec un texto de maman, dîner à 7 heures. Tes lasagnes préférées. La maison semble plus petite, d'une certaine manière. Les volets bleus sont délavés par des années de rudes conditions météorologiques du Midwest. Je m'arrête au bout de notre allée en béton, étudiant les étayers et le bain d'oiseaux en céramique que maman a acheté dans un vide-grenier il y a 10 ans. L'image parfaite de la respectabilité de la classe moyenne. Quel mensonge. La Buick argentée de papa est garée dans l'allée, brillant sous le soleil de début de soirée. Il a dû la laver ce week-end. Toujours soucieux des apparences. Maman ouvre la porte avant que je puisse utiliser ma clé, m'entraînant dans une étreinte qui sent la sauce tomate et la lotion à la lavande qu'elle utilise depuis que je suis petite. Voilà mon étudiante, dit-elle, son sourire sincère mais ses yeux fatigués. Si fatigués. Elle sort d'un service du matin chez Robertson, et je sais qu'elle se dirigera vers le Finlay's dîner à 9 heures ce soir. Ton père est dans la salle à manger en train de mettre la table. Je force un sourire. Super. Papa se redresse quand j'entre, les bras tendus pour une étreinte dans laquelle je m'engage à contre-cœur. Mélanie, regarde-toi. Boston a fait de toi une vraie dame sophistiquée. Je m'écarte rapidement. Ça ne fait qu'un semestre depuis Noël, papa. Eh bien, tu as l'air différente. Il désigne la table où 3 assiettes attendent. Ta mère s'est surpassée pour le dîner. Je l'observe attentivement, cherchant des signes de culpabilité ou de honte. Il n'y en a aucun. Au lieu de cela, il tire ma chaise avec un grand geste, comme il le fait depuis que je suis assez grande pour m'asseoir à la table des adultes. L'acte du père parfait. Pendant le dîner, maman me pose des questions sur mes examens finaux et mon entretien de stage. Je réponds machinalement tout en étudiant papa qui coupe ses lasagnes en carrés précis, s'essuyant de temps en temps la bouche avec une serviette. Il a l'air exactement le même, confiant, posé. L'administrateur de bureau respecté, le trésorier de l'association des parents d'élèves, l'hôte des barbecues de quartier.
La responsabilité financière est ce qui sépare les gens qui réussissent des ratés, annonce-t-il à mi-chemin du dîner, sans qu'on le lui demande. Je disais justement à ta mère, avec l'inflation de nos jours, il faut être très prudent avec son argent. Les lasagnes se transforment en cendres dans ma bouche. Je pose ma fourchette avec précaution. Ah oui, je parviens à dire. Absolument. J'ai lu des articles sur les stratégies d'investissement judicieuses. La clé est de savoir quand saisir les opportunités. Maman hoche la tête, trop épuisée pour reconnaître l'ironie. Je me mords la langue jusqu'au sang. Après le dîner, papa annonce qu'il a une réunion de travail et disparaît. Maman charge le lave-vaisselle malgré mes protestations pour qu'elle se repose avant son prochain service. Je vais juste m'allonger 1 heure, promet-elle, les épaules affaissées de fatigue. Il y a de la tarte au réfrigérateur si tu veux un dessert plus tard. Une fois qu'elle est à l'étage, j'attends 15 minutes, écoutant la maison se calmer autour de moi. Puis je me dirige silencieusement vers le bureau de papa, à côté du salon. La porte n'est pas verrouillée. Pourquoi le serait-elle? Dans cette maison, la parole de papa a toujours fait loi. Son espace est respecté sans question. Jusqu'à maintenant. La pièce sent son après-rasage au bois de santal. Un journal de Columbus est plié sur son bureau à côté d'une tasse sur laquelle on peut lire le plus grand papa du monde. Je commence par les tiroirs du bureau, ne trouvant que des fournitures de bureau et de vieux chéquiers. Le classeur révèle des déclarations d'impôts, des informations de garantie et des polices d'assurance, le tout méticuleusement organisé. Je commence à penser que j'ai fait une erreur quand j'aperçois sa veste bleu marine accrochée au dos de la porte. Mes doigts tremblent légèrement alors que je fouille dans les poches. Poche droite, clé de voiture, un demi-rouleau de menthe. Poche gauche, du papier plié, plusieurs bouts de papier. Mon cœur bat la chamade alors que je les aplatis sur le bureau. Des reçus de jetons de casino du River West Casino. Un pour 5 cents, un autre pour $1000, un troisième pour 2500 $, tous datés du mois dernier. La vérité me frappe comme un coup physique. Il n'a pas investi mon fonds d'études en actions. Il l'a joué au jeu. Je m'enfonce dans son fauteuil de bureau, les documents étalés devant moi. Avec une détermination nouvelle, je me tourne vers son ordinateur. Le mot de passe prend 3 essais. Ma date de naissance, la date de naissance de maman, enfin leur anniversaire, et j'y suis. Son historique de navigation a été effacé, mais sa messagerie électronique est toujours connectée. Je recherche River West et trouve des offres promotionnelles, des invitations VIP, des événements spéciaux des dizaines, remontant à des mois. L'imprimante dans le coin s'anime alors que j'imprime certains courriels. Ensuite, je trouve son relevé de carte de crédit dans un dossier intitulé « Finances, personnelles ». Mes mains deviennent froides alors que je parcours les transactions. Retrait au distributeur, River West Casino, 3 cents. Retrait au distributeur, River West Casino, 5 cents. Retrait au distributeur, River West Casino, 750 $. Le schéma s'étend sur des pages et des pages. J'imprime aussi ceci. Dans son portefeuille, caché dans un compartiment secret derrière son permis de conduire, je trouve une carte en plastique avec des lettres dorées, River West Casino, membre du Diamond Club, le plus haut niveau de leur programme de fidélité. Le bruit de pas dans les escaliers me fait agir frénétiquement. Je remets tout à sa place, sauf les papiers que j'ai imprimés, que je plie et glisse dans ma poche. Je viens de fermer la fenêtre du navigateur quand maman apparaît dans l'embrasure de la porte. Je pensais que tu aimerais un peu de thé, dit-elle en me tendant une tasse fumante. Ses mains sont rouges et gercées autour des articulations, les ongles coupés courts pour des raisons pratiques. Des mains de travailleuse. Des mains honnêtes. Merci, maman. Je prends la tasse, la culpabilité et la rage se livrent en bataille en moi. Tout va bien? Tu as l'air silencieuse ce soir. Je force un sourire. Juste fatiguée du voyage. Elle hoche la tête, acceptant cette simple explication parce que c'est ce qu'elle est, confiante, ne cherchant jamais la tromperie. Je devrais commencer à me préparer pour mon service. La porte d'entrée s'ouvre avant qu'elle ne puisse partir et la voix de papa tonne dans la maison. Hélène, est-ce qu'il reste de ces lasagnes? Dans le réfrigérateur, Grégory, crie-t-elle en retour. Il apparaît dans l'embrasure de la porte quelques instants plus tard, s'arrêtant net quand il me voit à son bureau. Ses yeux se plissent légèrement, puis retrouvent leur expression joviale habituelle. Tu étudies dans mon bureau?
L'éclairage est meilleur ici que dans le salon, n'est-ce pas? Je vérifiais juste mes courriels, je mens, observant attentivement son visage. Ses yeux balaient l'écran de l'ordinateur, puis la surface du bureau. Tu as trouvé tout ce dont tu avais besoin. En fait, oui. Je soutiens son regard. J'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Quelque chose change dans son expression, si subtile qu'un observateur moins motivé que moi pourrait le manquer. De la lassitude. Du calcul. C'est bon à entendre, dit-il, sa voix soigneusement désinvolte. Il se tourne vers maman. Tu pars bientôt au travail? Tu veux que je chauffe la voiture? J'ai le temps, dit-elle. Mélanie et moi étions juste en train de discuter. Le téléphone de papa vibre. Il y jette un coup d'œil, puis nous regarde à nouveau. Je dois prendre cet appel. Des trucs de travail. Il sort dans le couloir, fermant la porte derrière lui. Maman soupire. Toujours en train de travailler, celui-là. Je ne sais pas comment il tient le rythme. Je prends une gorgée de thé pour m'empêcher de lui dire exactement comment il passe ses heures de travail. Pas encore. Pas tant que je ne serai pas sûr. Quand elle part se changer pour son service, je sors mon téléphone et envoie un texto à tante Alicia. J'ai besoin de parler. Question juridique. Peux-tu faire un appel vidéo demain à 2 heures? Sa réponse arrive rapidement. Bien sûr. Tout va bien? Je fixe le plafond fissuré de ma chambre d'enfant, le poids de ses reçus de casino me brûlant dans la poche. Non, je réponds par texto. Mais ça ira. Plus tard dans la nuit, je lis dans mon lit quand papa frappe à ma porte. Sans attendre de réponse, il la pousse, s'appuyant contre le cadre, les bras croisés. J'ai remarqué que tu étais dans mon bureau plus tôt, dit-il, la voix basse. Tu fouillais dans mes affaires. Je pose mon livre. J'ai trouvé les reçus du casino. Un éclair de colère traverse son visage avant qu'il ne se reprenne. Ils n'étaient pas à moi. Je les gardais pour un collègue. Vraiment? Et la carte de membre du Diamond Club? Les retraits au distributeur? Les courriels VIP? Tout ça pour un collègue? Tu n'avais aucun droit de fouiller dans mes affaires personnelles, lance-t-il, sur la défensive maintenant. Ce que je fais avec mon argent, c'est mon affaire. Ce n'était pas ton argent, dis-je, la voix tremblante de rage. C'était le mien. Mon fonds d'études que grand-mère et grand-père ont créé, celui que tu as vidé pour ta dépendance au jeu, baisse la voix, siffle-t-il en jetant un coup d'œil vers le couloir. Ta mère n'a pas besoin d'entendre tes accusations folles. Des accusations folles? J'ai des preuves, papa. Des copies imprimées de tout. Quelque chose de dangereux vacille dans ses yeux. Tu fais une erreur, Mélanie. Non, je réponds, ma voix stable maintenant. L'erreur a été de te confier mon avenir. Il me fixe longuement, puis part sans un autre mot, fermant fermement la porte derrière lui. J'attends que ses pas s'éloignent avant de reprendre mon téléphone. J'envoie un texto à tante Alicia, changement de plan. Il faut que ce soit un appel à 3 avec maman, et j'ai besoin que tu apportes tout ce que tu sais sur les lois UTMA. Je passe la nuit à organiser les preuves en une chronologie claire. La trahison, le vol systématique, la tromperie délibérée. Demain, nous parlerons toutes les 3, et les années de mensonges de mon père éclateront enfin au grand jour. Confronteriez-vous un membre de votre famille qui vous a volé, ou essaieriez-vous de préserver la paix familiale? Quel serait l'enjeu pour vous? 2 jours plus tard, les lumières fluorescentes du cabinet d'avocat de tante Alicia projettent des ombres dures sur des piles de documents. Son bureau normalement bien rangé s'était transformé en centre de commandement, des blocs-notes juridiques couverts de notes, des onglets marquant des pages critiques dans les dossiers financiers. Ses doigts volaient sur le clavier, ponctuant chaque phrase d'une frappe énergique. La violation de la garde est claire et nette, marmonna-t-elle, sans lever les yeux alors que j'entrais avec 2 tasses de café. Ce que Grégory a fait n'était pas seulement moralement répréhensible, c'était illégal. Je posai son café à côté de son clavier, noir avec un sucre, comme elle le prenait depuis ses études de droit. L'odeur de café frais se mêlait à l'air stérile du bureau. Par la fenêtre derrière elle, Columbus s'étendait, gris et couvert, assorti à mon humeur. Est-ce que ça tiendra? Demandai-je, ma voix plus stable que la tasse tremblante dans ma main. Papa a toujours été doué pour se sortir des ennuis. Alicia leva enfin les yeux, ses yeux si semblables à ceux de ma mère se plissant de détermination.
Le charme ne fonctionne pas au tribunal, ma chérie. La documentation, si. Les chiffres disent la vérité quand les gens ne le font pas. Elle fit pivoter son moniteur pour me montrer une lettre formelle, au langage froid et précis. Les mots demande de restitution immédiate et manquement à l'obligation fiduciaire sautaient aux yeux. Ça part aujourd'hui, en recommandé. Elle me tendit une copie. Fini de parler, plus de chance. Nous avons dépassé ce stade. Je hochai la tête, passant mon doigt sur le bord du papier. Comment va maman avec son avocate? Linda est la meilleure avocate en divorce de l'État. Ta mère a apporté 20 ans de dossiers financiers. Un petit sourire féroce traversa le visage d'Alicia. Helen Wilson a peut-être été silencieuse toutes ces années, mais elle a gardé des reçus, au sens propre comme au figuré. Ce soir-là, la cuisine d'Alicia se transforma en notre salle de guerre. La table en chêne où j'avais mangé d'innombrables dîners de fête contenait maintenant des documents juridiques, des relevés bancaires et 3 tasses de thé. Maman était assise en face de moi, son uniforme de serveuse échangé contre un simple chemisier, ses mains enfin immobiles après une journée sans servir les autres. J'ai trouvé ça dans le grenier, dit maman en poussant une boîte à chaussures vers moi. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires délavés datant d'avant ma naissance. Le jeu de ton père ne date pas d'hier. Je pensais qu'il avait arrêté quand nous t'avons eu. Tante Alicia étala les papiers par ordre chronologique. Cela établit un schéma. C'est important. Je regardais le visage de ma mère, la résignation qui s'y lisait se durcissant lentement pour devenir autre chose, de la détermination, peut-être. Ou de la colère enfin autorisée à faire surface après des années de répression. J'ai travaillé en double service pendant 20 ans, dit maman doucement. Je pensais que j'aidais à construire quelque chose, notre maison, ton éducation. Sa voix se brisa. Pendant tout ce temps, il était. Elle ne termina pas. Alicia tendit la main à travers la table, couvrant celle de maman de la sienne. Être de la même famille ne signifie pas échapper à ses responsabilités. Maman hocha la tête, ses épaules se redressant. Non, en effet. 2 jours plus tard, papa reçut la lettre de tante Alicia chez Midwest Insurance Associates, où il dirigeait le bureau depuis 15 ans. Je n'étais pas là pour voir son visage, mais sa réaction arriva sur ma messagerie vocale en quelques heures. Mélanie, c'est ridicule. Sa voix semblait tendue, sans sa confiance habituelle. Tu fais une montagne d'une taupinière. Appelle-moi. Il faut qu'on parle de ces bêtises juridiques. Je ne rappelais pas. Le message suivant arriva cette nuit-là. C'est ton père. Je t'ai mieux élevé que ça. Je n'ai emprunté cet argent que pour notre famille. Tout ce que j'ai toujours fait, c'était pour cette famille. Appelle-moi. Le 3e message arriva à minuit, sa voix pâteuse et en colère. Tu crois que tu peux me menacer? Avec des avocats? Je suis ton père. Je t'ai changé tes couches. Je t'ai conduite à l'école. J'ai soutenu tes rêves ridicules d'architecture alors que tu aurais pu faire quelque chose de pratique. C'est comme ça que tu me rembourses? En m'humiliant? Je fis écouter les messages à maman et Alicia le lendemain matin. Le visage de maman pâlit, puis rougit de colère. Ces rêves n'étaient pas ridicules, dit-elle. Tu dessinais des bâtiments avant même de savoir écrire ton nom. Cet après-midi-là, mon téléphone sonna avec le numéro de ma cousine Margot. Ton père nous a appelés, dit-elle sans préambule. Il dit que tu essaies de le ruiner pour un malentendu à propos de l'argent de tes études. Qu'est-ce que tu lui as dit? Demandai-je, le pouce accélérant. Qu'il devrait te rembourser ce qu'il a pris. La voix de Margot se durcit. Ensuite, il a dit que tu étais dramatique et ingrate. Que tu as toujours été son enfant difficile. C'est là que j'ai commencé à enregistrer sur mon téléphone. L'enregistrement qu'elle m'envoya captura les mensonges désespérés de mon père, chacun plus élaboré que le précédent. Comment j'avais accepté le prêt. Comment j'avais dépensé l'argent moi-même et que je le blâmais. Comment ma mère avait des problèmes mentaux et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Cette nuit-là, maman m'appela après son service au fin laisse dîner. Sa voix semblait étrange, creuse mais d'une certaine manière plus forte. J'ai craqué ce soir, dit-elle, en plein milieu du service du pain de viande de la table 12. Maman, je suis tellement désolée. Ne le sois pas. Quelque chose avait changé dans sa voix. Brenda de la cuisine m'a fait asseoir dans la salle de pause, puis Loretta nous a rejointes, puis Mike du grill. J'imaginais le personnel du restaurant,
les gens qui m'avaient vu grandir lors de mes visites au travail de maman, l'entourant de leur soutien. Ils l'ont vu toutes ces années, continua maman. À quel point j'étais fatigué. Comment ton père n'est jamais venu à mes événements de travail, mais s'attendait à ce que je sois à tous les siens. Comment il passait pour emprunter de l'argent de mes pourboires. J'entendis un léger tintement à travers le téléphone. C'était quoi ça? Demandai-je. Mon alliance. Je viens de l'enlever. La plus infime trace d'émerveillement colorait sa voix. 26 ans, et elle glisse comme si elle n'avait jamais été destinée à rester. Je pressai ma main contre ma bouche, les larmes menaçant. Je suis en train de nettoyer des tables en ce moment, continua-t-elle d'un ton neutre, à main nue. Sais-tu à quel point c'est étrange? Comme si j'avais porté des gants invisibles toutes ces années. Le lendemain matin, papa se retrouva à la porte de la maison familiale. Maman avait changé les serrures pendant la nuit avec l'aide de Mike du restaurant. Ses cartes d'accès à leur compte joint ne fonctionnaient plus, Alicia s'en était assurée dès que la lettre de mise en demeure était partie. Il a appelé les voisins, me dit maman lors de notre point du matin, leur disant que je fais une dépression, que tu t'es retourné contre lui. Est-ce que quelqu'un le croit? Martha, la voisine, lui a dit qu'elle avait vu sa voiture au River West Casino assez souvent pour savoir qui avait des problèmes. Le rire de maman n'avait aucune once d'humour. Les gens ne sont pas aussi aveugles qu'on le pense. L'image soigneusement construite de papa s'effritait. Le trésorier de l'association des parents d'élèves qui avait donné de sévères leçons sur la responsabilité fiscale. L'hôte des barbecues de quartier qui s'était plaint de ces gens qui ne savent pas gérer leur argent. Le père qui m'avait appris à équilibrer un chéquier à 12 ans. Tout en volant systématiquement l'avenir de sa propre fille. Tu retournes à Boston demain, me dit tante Alicia ce soir-là, me tendant une impression de ma confirmation de vol. Je m'occupe des choses ici. Mais les procédures judiciaires prendront des mois. Tu dois te concentrer sur la fin de tes études. Son expression s'adoucit légèrement. C'est la meilleure vengeance, tu sais. Réussir malgré lui. Je regardais les informations de vol, puis ma mère assise tranquillement à la table de la cuisine, son annulaire nu parfois touché par son autre main, comme pour confirmer sa liberté. Je ne peux pas me permettre de finir sans cet argent, dis-je. Tu le récupéreras, dit Alicia, avec la même certitude de fer dans la voix qui lui avait fait gagner d'innombrables affaires. Chaque centime, plus les intérêts. J'ai déjà déposé l'injonction d'urgence. Maman leva les yeux. Et je vends l'ensemble de la salle à manger dont ton père insistait que nous ne pouvions pas nous passer. Ça devrait couvrir tes livres pour le prochain semestre. Je regardais ces deux femmes, leurs visages si semblables mais marqués par des vies différentes, l'une qui s'était battue ouvertement, l'une qui avait enduré en silence, toutes deux refusant maintenant de plier. Quelque chose d'inhabituel se déploya dans ma poitrine. Pas seulement de la détermination, ça, je l'avais toujours eu. C'était plus grand. La certitude qui venait du fait de savoir que je ne me battais pas seul. D'accord, dis-je en redressant les épaules. Je finirai mes études, et papa subira les conséquences pour une fois dans sa vie. Maman hocha la tête, une seule larme coulant sur sa joue. Certaines choses comptent plus que la paix, ma chérie. Certains combats valent la peine d'être menés. Dehors, Columbus se préparait pour la soirée, les lampadaires s'allumant un par un. Demain, je serai de retour à Boston, de retour aux maquettes, aux plans et à l'avenir que je refusais d'abandonner. Derrière moi se trouveraient ces femmes, ma véritable fondation, plus solide que n'importe quelle architecture que je pourrais jamais concevoir. Un mois plus tard, le palais de justice de l'Ohio se dresse devant moi, tout en grès et en solennité. Mes doigts tremblent légèrement alors que je lisse ma jupe crayon anthracite, une armure professionnelle contre la trahison qui m'attend à l'intérieur. Tante Alicia marche à mes côtés, sa mallette se balançant d'un rythme déterminé, ses talons claquant un rythme confiant sur les marches de marbre. Prête, demande-t-elle, sa main chaude sur mon épaule. Je hoche la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. À travers les lourdes portes en bois, passer la sécurité, dans un couloir qui sent le mobilier, le vernis et les rêves fanés, je le repère immédiatement. Papa est assis avec son avocat, la tête penchée en pleine conversation. Il porte son costume du dimanche, celui réservé pour impressionner les gens, et son expression étudiée de paternité concernée. Le masque que je croyais autrefois sans question. Nos regards se croisent à travers la pièce. Les siens brillent d'une panique momentanée avant de se figer dans une indignation vertueuse. Levez-vous tous. L'huissier appelle,
et nous nous levons alors que la juge Harriman entre, ses cheveux argentés coupés en un carré pratique, des lunettes de lecture perchées sur son nez. Wilson contre Wilson, annonce-t-elle, parcourant les documents devant elle. Litige concernant un compte de dépôt. L'avocat de papa parle en premier. Maître Bentley, aux cheveux et à la langue d'argent, se lève avec une gravité théâtrale. Votre honneur, il s'agit simplement d'un malentendu familial, commence-t-il, sa voix dégoulinant de raison. Mon client agissait dans ce qu'il croyait être le meilleur intérêt de la famille lors d'un défi financier temporaire. J'avale difficilement, un goût amer dans la bouche. Le mot temporaire flotte dans l'air comme un poison. Tante Alicia se lève, sa voix fraîche et précise. Votre honneur, ce n'était pas un malentendu. Nous avons la preuve de retrait systématique sur une période de 8 semaines, totalisant exactement 53 000 $. Cela représente une violation manifeste de l'obligation fiduciaire en vertu de la loi sur les transferts uniformes aux mineurs. Elle présente méthodiquement notre documentation, relevés bancaires, messages textes, conversations téléphoniques enregistrées où papa admet avoir pris l'argent. À chaque élément de preuve, l'expression de la juge Harriman se durcit. Monsieur Wilson, dit-elle finalement en regardant mon père par-dessus ses lunettes, ses retraits semblent délibérés et calculés. Quelle explication offrez-vous à la cour? Papa se lève, rajustant sa cravate. Le geste est si familier qu'il me serre la poitrine malgré tout. Votre honneur, j'ai toujours fait passer la famille en premier, commence-t-il, la voix stable avec une sincérité étudiée. Cet argent devait être investi pour l'avenir de Mélanie, un meilleur rendement que de simplement rester sur un compte. Et où sont ces investissements maintenant, monsieur Wilson, demande la juge Harriman. Papa se déplace d'un pied sur l'autre. Il y a eu quelques fluctuations imprévues du marché. Le sourcil de la juge se lève. Je vois. 1 heure plus tard, nous sommes assis dans la salle de conférence de règlement. Un médiateur du tribunal préside notre petit groupe, papa et son avocat d'un côté, tante Alicia et moi de l'autre. Pas de dîner de famille amicale, cette fois. Je peux offrir 15 000 $ maintenant, dit papa en se penchant en avant. Le reste en plusieurs versements sur 5 ans. Tante Alicia ne me jette même pas un regard avant de répondre. Remboursement intégral plus 5% d'intérêt. Non négociable. Le visage de papa rougit. C'est déraisonnable. Je n'ai pas ce genre d'argent. Alors, la saisie sur salaire est l'alternative, explique le médiateur, son ton neutre mais ferme. La loi fédérale autorise la saisie jusqu'à 25% des revenus disponibles jusqu'à ce que la dette soit satisfaite. Tu vas me ruiner financièrement, dit papa en me regardant directement pour la première fois. Ses yeux trahissent une peur sincère. Les mots montent de quelque part au plus profond de moi, calme mais inébranlable. Comme tu as essayé de ruiner mon avenir? Il sursaute comme si je l'avais giflé. Plus tard cet après-midi-là, nous assistons à l'audience préliminaire pour l'affaire de divorce de maman, qui se tient dans le même palais de justice mais dans une salle d'audience différente. Le visage de papa a perdu son éclat confiant, remplacé par une pâleur grisâtre alors que l'avocate de maman présente des preuves de fraude hypothécaire et de cartes de crédit ouvertes à son nom sans son consentement. Madame Wilson a cumulé 2 emplois en croyant que ses revenus soutenaient l'éducation de sa fille, déclare l'avocate. Au lieu de cela, Monsieur Wilson détournait systématiquement des fonds pour des activités de jeu tout en créant des dettes non autorisées au nom de sa femme. La réponse désespérée de papa, Hélène savait tout, tombe à plat alors que l'avocate de maman présente des années de relevés financiers falsifiés. Le juge ne prend pas la peine de cacher son dégoût. Ce tribunal trouve des preuves manifestes de faute financière. Maman est assise à 3 sièges de moi, ses mains soigneusement jointes sur ses genoux. Lorsque le juge annonce sa décision, ses épaules s'affaissent légèrement, comme si elle se libérait d'un fardeau porté trop longtemps. De retour dans la première salle d'audience, la juge Harriman approuve nos conditions de règlement avec une efficacité rapide, remboursement intégral de 53 000 $ plus 5% d'intérêt, cession de salaire direct du chèque de paie de papa, saisie fédérale de 25% de son revenu disponible jusqu'à ce que la dette soit payée. Le tribunal constate que le défendeur a manifestement manqué à son obligation fiduciaire, déclare-t-elle. Ce règlement représente la conséquence minimale pour une telle violation de confiance. Je regarde le visage de papa alors que la réalité fracasse ses défenses soigneusement construites, sa bouche légèrement ouverte, ses yeux s'écarquillant de choc sincère. Il croyait vraiment qu'il échapperait aux conséquences, que son charme le sauverait, comme il l'avait toujours fait auparavant. Dehors, sur les marches du palais de justice,
le soleil printanier me réchauffe le visage, mais n'apporte aucune joie. J'ai gagné, mais la victoire a un goût amer. Tante Alicia me serre la main. Tu as fait ce qu'il fallait, dit-elle doucement. Je hoche la tête, regardant papa sortir du bâtiment, les épaules voûtées, son avocat lui chuchotant urgemment à l'oreille. Il a l'air plus vieux soudain, diminué. Je sais, je réponds en me détournant. Mais faire ce qu'il faut fait quand même mal. Quel prix mettriez-vous à la confiance et à l'honnêteté dans votre famille? Y a-t-il un montant en dollars trop petit pour se battre lorsque des principes sont en jeu? 4 billets cramoisis sont posés à plat sur la table de ma cuisine, chacun représentant une place à la remise des diplômes de l'école d'architecture de l'université de Boston demain. Je passe mon doigt sur le sceau de l'université en relief, sentant le poids de ma décision à chaque passage. 4 billets, je murmure à mon appartement vide. Le soleil de fin d'après-midi filtre à travers mes stores, projetant des rayures sur les rectangles soigneusement disposés. J'ai déjà décidé qui mérite d'assister à ce moment que j'ai tant lutté pour atteindre, maman, tante Alicia, et mes 2 plus proches amis, Sophia et Trevor. Pas Gregory Wilson. Pas l'homme qui a failli détruire cet avenir. Mon téléphone vibre avec un texto entrant. Le nom de papa apparaît sur l'écran. Son 5e message aujourd'hui, quand devrais-je réserver mon vol? J'ai besoin de demander un congé. La présomption désinvolte de ces mots allume une chaleur familière dans ma poitrine. Je prends une profonde inspiration et tape ma réponse. Je n'ai que 4 billets. Je les ai attribués à maman, tante Alicia, Sophia et Trevor. Je ne pourrai pas t'accueillir à la cérémonie. Sa réponse arrive presque instantanément. C'est ridicule. Je suis ton père. Bien sûr que je serai là. Je pose mon téléphone, écran vers le bas sur la table, ma main tremblant légèrement. 6 mois depuis l'ordonnance du tribunal. 6 mois de paiement de saisie sur salaire qui arrive au compte-gouttes sur mon compte. 6 mois de ces chantages affectifs alternant avec des exigences de gratitude parce qu'il répare les choses. Mon téléphone s'allume à nouveau avec plusieurs messages. Tu n'aurais même pas de remise de diplôme sans moi. J'ai travaillé pendant des années pour financer tes études. Que penseront les gens quand ton père ne sera pas là? Le dernier me fait presque rire. Que penseraient les gens s'ils savaient la vérité? Qu'il a joué mon fonds d'études au jeu? Qu'un tribunal a dû le forcer à rembourser ce qu'il a volé? Je mets mon téléphone en sourdine et retourne à l'emballage de ma toge et de mon mortier de graduation. Le matin de la remise des diplômes se lève, clair et lumineux. Boston scintille sous un ciel de mai incroyablement bleu alors que maman et tante Alicia arrivent à mon appartement avec du café et des viennoiseries. Oh ma chérie, regarde-toi, dit maman, ses yeux déjà remplis de larmes. Elle a l'air différente maintenant, plus légère en quelque sorte, malgré les nouvelles rides autour de ses yeux. La procédure de divorce s'est terminée le mois dernier et la liberté lui va bien. Arrête ça, Hélène, tu vas faire couler ton maquillage avant même qu'on arrive à la cérémonie, dit tante Alicia, mais sa voix est douce. Elle me tend une housse à vêtements. Ta toge pourrait se froisser si tu la portes. Laisse-moi l'accrocher pour toi. Dans la chambre d'hôtel, maman m'assoit devant le miroir de la coiffeuse. De son sac à main, elle sort une petite boîte en velours. C'était à ta grand-mère, dit-elle en l'ouvrant pour révéler un délicat pendentif en argent en forme de compas d'architecte. Elle le portait quand elle travaillait comme dessinatrice dans les années 60. Peu de femmes faisaient ce travail à l'époque. Je touche doucement le pendentif. Je ne savais pas qu'elle était dans l'architecture. On ne lui permettait pas de progresser, dit maman en me le passant autour du cou. Mais elle serait si fière de voir où tu es allé avec ton talent. Le pendentif repose, frais, contre ma peau alors que les larmes menacent. Je me lève et la serre fort dans mes bras. Merci pour tout, je murmure contre ses cheveux, respirant son odeur familière de lotion pour les mains de supermarché et de café. Tu as fait ça toute seule, dit-elle fermement. Malgré tout. On frappe à la porte, annonçant Sophia et Trevor, les bras chargés de fleurs et d'une bannière faite à la main qui dit « Mélanie Wilson, architecte extraordinaire ». Le cortège des diplômés semble surréaliste, des centaines d'entre nous en toges et mortiers identiques, marchant à travers le campus vers le pavillon de la cérémonie. Parents et amis bordent les allées, prenant des photos et saluant. Je parcours la foule du regard, repérant maman, tante Alicia, Sophia et Trevor à leur place désignée, leurs visages rayonnant d'une fierté sincère. Puis je le vois. Gregory Wilson se tient à l'entrée de la zone des places assises, le visage tendu de détermination.
Il porte un nouveau costume, probablement acheté pour l'occasion, et tient un bouquet de roses si grand qu'il en paraît absurde dans ses mains. Mon pas hésite un instant, mais le cortège continue d'avancer, m'emportant. Je regarde avec horreur alors qu'il se dirige vers la section des places des étudiants, ignorant le placeur qui lui demande de voir son billet. « C'est ma fille », annonce-t-il à voix haute en me montrant du doigt. Mélanie Wilson. Elle n'a réussi que grâce à mes sacrifices. Les têtes se tournent, des chuchotements ondulent à travers la foule. Mon visage brûle d'embarras alors que je continue le cortège, incapable de m'arrêter ou de me cacher. « Monsieur, il vous faut un billet », j'entends le placeur dire fermement. Je suis son père. La voix de Grégory s'élève au-dessus du murmure de la foule. Je mérite d'être ici. J'ai payé pour tout ça. De ma position dans la file, je vois tante Alicia se lever de son siège, son assurance d'avocate évidente même à cette distance. Elle intercepte Grégory dans l'allée avec une vitesse remarquable. « Vous n'avez pas de billet », dit-elle, sa voix calme mais portant clairement. « Vous n'avez pas votre place ici. »« Écarte-toi de mon chemin, Alicia », siffle Grégory, assez fort pour que les rangées voisines l'entendent. Je mérite la première rangée en tant que son fier père. Non, tante Alicia reste ferme. Vous n'avez expressément pas été invité. Deux agents de sécurité s'approchent, leur manière professionnelle mais intransigeante. Monsieur, dit le plus grand, nous devons voir votre billet ou nous devrons vous demander de partir. C'est ridicule. La voix de Grégory s'élève encore, attirant plus d'attention. C'est ma fille. J'ai le droit de la voir recevoir son diplôme. Monsieur, répète l'agent, partez maintenant ou nous vous escorterons dehors. Savez-vous qui je suis, demande Grégory, le visage rougissant. Je suis Grégory Wilson. J'ai tout sacrifié pour cette fille. Sans moi, elle ne serait même pas là. Les agents de sécurité échangent un regard, puis chacun prend un des bras de Grégory. Non, c'est scandaleux. Il se débat contre leur emprise. Mélanie, dis-leur qui je suis. Dis-leur que je suis ton père. Je reste figé dans la file, mortifié alors que des centaines d'yeux oscillent entre l'agitation et moi. Mes camarades de classe bougent mal à l'aise. Une amie me serre le coude en signe de soutien silencieux. La sécurité commence à déplacer physiquement Grégory vers la sortie. Il continue de crier à propos de ses droits en tant que parent, sa voix devenant plus désespérée à chaque pas. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis son père. J'ai tout fait pour elle. Alors qu'ils le font enfin sortir du pavillon, une sensation inattendue m'envahit, non pas l'embarras écrasant que j'anticipais, mais quelque chose de plus léger. Le soulagement. La vérité de notre relation mise à nu aux yeux de tous. Plus de faux-semblants, plus de masques. Je croise le regard de ma mère à travers la foule. Son visage montre de l'inquiétude, mais quand je lui fais un petit signe de tête, elle se détend visiblement. Tante Alicia retourne à sa place, lissant sa jupe avec des mains stables qui ne trahissent aucun tremblement de détresse. La cérémonie se poursuit. Quand on appelle mon nom, je traverse la scène la tête haute, acceptant mon diplôme sous les acclamations de mes 4 vrais soutiens. Pour la première fois, je réalise que la famille n'est pas définie par l'obligation ou le sang. Elle est construite sur l'honnêteté, le respect et le fait d'être là quand ça compte. Les 4 personnes qui ont mérité ces billets le comprennent, et en ce moment de triomphe, mon nom résonnant dans les haut-parleurs, mon diplôme durement gagné en main, je le comprends enfin aussi. Avez-vous déjà dû établir une limite avec un être cher qui vous a trahi? Comment vous êtes-vous senti à ce moment-là? Un mois plus tard, la lueur des bougies vacille sur les visages de mes compagnons de dîner chez Luciano S., l'un des joyaux culinaires cachés de Boston. Les yeux fatigués de ma mère, Hélène, brillent maintenant d'une vitalité nouvelle. Tante Alicia lève son verre de pinot noir, son personnage d'avocate adouci par une fierté sincère. À Mélanie, annonce-t-elle, sa voix portant au-dessus du doux bourdonnement du restaurant. Qui n'a pas seulement obtenu son diplôme d'architecture, elle s'est battue pour son avenir et a gagné. Mes 2 plus proches amis, Jenna et Taylor, trinquent avec moi. Leur soutien indéfectible m'a porté à travers ces nuits désespérées où je me demandais si j'arriverais à ce moment. Je n'ai jamais douté de toi, dit maman en tendant la main pour me serrer la mienne, pas une seule seconde. La vérité reste non dite entre nous, à quel point cette célébration est différente des fêtes élaborées que mon père organiserait, des événements conçus pour mettre en valeur sa générosité plutôt que mes accomplissements. Ces rassemblements n'ont jamais été à mon sujet. J'ai quelque chose à dire, j'annonce,
surprise par la stabilité de ma voix. Je lève mon verre vers le cercle de femmes qui ont formé mon filet de sécurité lorsque tout s'est effondré. Sans vous, j'aurais peut-être abandonné. Vous ne m'avez pas seulement aidé à récupérer ce qui m'avait été pris. Vous m'avez montré ce qu'est un vrai soutien. L'humidité dans les yeux de maman capte la lumière alors qu'elle sourit. Jenna se penche en avant, son portfolio d'architecture dépassant de son sac. En parlant de vrai soutien, parle-leur de Westfield et Reed. Je sens une chaleur se répandre sur mes joues. J'ai accepté leur offre hier. Designer junior, je commence le mois prochain. La table éclate en acclamations assez fortes pour attirer les regards des convives voisins. Et, je continue une fois la célébration calmée, j'ai signé un bail pour cet appartement près des Commons, celui avec le coin petit déjeuner parfait pour dessiner. L'expression de ma mère change subtilement. Est-ce abordable? Chaque centime est à moi, je l'assure. Mon salaire le couvre confortablement. Ce que je ne mentionne pas, c'est comment j'ai calculé le budget au dollar près, en tenant compte des paiements saisis sur le salaire de Grégory qui ont commencé à apparaître sur mon compte. Le premier est arrivé hier, 1273,62 $ avec un numéro de transaction froid là où devrait se trouver l'amour d'un père. À ton tour, maman, dis-je, détournant l'attention. Parle-leur de ton nouvel appartement. Elle se redresse, une confiance tranquille remplaçant l'épuisement qui semblait autrefois permanent. Juste un petit appartement près de chez Robertson. Mais les fenêtres donnent à l'est. Le soleil du matin. Sa voix se raffermit. Et un seul emploi maintenant. Justin. Les papiers du divorce ont été finalisés mardi, ajoute tante Alicia en levant à nouveau son verre, à de nouveaux départs pour les deux femmes Wilson. Le dimanche matin arrive avec un doux soleil printanier qui entre par mes fenêtres. Le téléphone sonne et le nom de maman illumine mon écran. Je prends juste des nouvelles, dit-elle, sa voix portant une légèreté à laquelle je m'habitue encore. Notre conversation serpente confortablement jusqu'à ce qu'elle se taise un instant. J'aurais dû voir les signes il y a des années, Mélanie. Sa voix baisse presque jusqu'à un murmure. Toutes ces nuits tardives, il prétendait que c'était des réunions de travail. Il nous a toutes les deux trompées, maman, j'interromps doucement. Tu te souviens quand il nous a convaincus qu'il avait besoin de cette nouvelle mallette en cuir pour les réunions avec les clients. Et nous l'avons trouvée pleine de papier de bonbons dans le garage 3 mois plus tard, termine-t-elle, un petit rire lui échappant. Le son de son rire guérit quelque chose en moi que je ne savais pas encore briser. Plus tard, je me promène dans le Boston Common, mais pas léger malgré le poids de tout ce que j'ai laissé derrière moi. Des étudiants sont étendus sur l'herbe, des manuels ouverts pour profiter du soleil printanier. Une jeune femme peine devant moi, les bras enroulés autour d'une pile de manuels d'architecture qui menacent de tomber. J'accélère le pas, attrapant un lourd volume alors qu'il glisse de sa prise. Principe d'ingénierie structurale, je lis sur la couverture en souriant. Deuxième année? Elle hoche la tête avec gratitude. Il pèse une tonne. Ça te dérange si je t'aide? Je vais dans cette direction de toute façon. En marchant, je me vois dans son expression déterminée. Ce soir-là, je suis assise à mon petit bureau, un courriel de confirmation ouvert sur mon ordinateur portable. Mon nouveau compte d'épargne, avec ses mesures de sécurité à triple vérification, me regarde fixement. Je transfère mon premier dépôt, regardant les chiffres grimper à partir de 0 chaque chiffre représentant la sécurité que je me suis construite. Mon téléphone vibre avec un texto. Le nom de Grégory apparaît avec la première ligne visible, Mélanie, tu dois reconsidérer toute cette affaire juridique. Je le balaie sans lire plus loin, me tournant plutôt vers les croquis de conception de mon premier projet professionnel. Il pensait que voler mon argent volerait mon avenir. Au lieu de cela, sa trahison m'a rendu plus forte.